Bon, alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là, en grand nombre. Martin Provencher, donc, merci pour l'introduction. En fait, j'ai travaillé beaucoup l'industrie minière, mais j'ai travaillé aussi dans le manufacturier. J'ai travaillé dernièrement, dans les dernières années, j'ai travaillé, je dirais, un peu partout à travers la planète, sauf au Québec. Et je peux vous confirmer qu'au Québec, on n'est quand même pas si pire. J'entendais tout à l'heure qu'au Québec, on est en retard sur certaines affaires, mais on est quand même bien positionné, là, honnêtement, par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, en fait, je vais couvrir 3 éléments principaux. Premier, la gestion d'actifs. De façon générale, en fait, on va parler de gestion d'actifs, on va parler de comment on gère nos actifs, nos équipements, ce sont des actifs, mais aussi qu'est-ce qu'on a comme actifs, qu'est-ce qu'il y a d'autre. On parle souvent d'équipements, on parle d'équipements de production, mais qu'est-ce que ça couvre, la gestion d'actifs? On va en parler un petit peu plus en général. Gestion, évidemment, de la maintenance, évidemment, une conférence de la maintenance, et comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce contexte-là. En fait, je veux commencer par un petit constat général sur ce que vous utilisez à tous les jours, là, des ponts, des bâtiments, etc. Saviez-vous qu'au Québec, et là je reviens au Québec vraiment, au Québec, 44 de nos infrastructures sont en mauvais état. Et ça, c'est pas bon signe. C'est pas si pire, on est en bas du 50 mais saviez-vous que ces infrastructures-là vont être disponibles ou utilisées jusqu'en 2050? Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, 80 de ces infrastructures-là vont être utilisées jusqu'en 2050. C'est-à-dire que si aujourd'hui, 44 sont en mauvais état, ça va être quoi en 2050? Hein? Fait que ça, c'est un petit peu inquiétant. C'est pour ça qu'on va commencer à parler vraiment de gestion d'actifs. Comment on gère nos actifs dans leur ensemble? Typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'état des actifs, hein, l'état d'un équipement. Souvent, on va y aller vers avec un plan de maintenance préventif où on va, entre autres, faire des remplacements. Là, tantôt, je parlais, en fait, on entendait qu'il y a des manufacturiers qui commencent à proposer des programmes de maintenance lorsqu'ils vendent des équipements. J'ai travaillé avec SKF Bearings, que plusieurs connaissaient sûrement. J'ai été en Suède, j'ai travaillé beaucoup avec eux autres pour justement la mise en place de ce genre de programme-là avec Caterpillar, avec différents fournisseurs. Ce que les entreprises essayent de faire, c'est d'améliorer vos plans de maintenance préventifs, c'est-à-dire comment on va faire pour prévenir des bris via des remplacements prématurés, remplacements, en fait, avant que ça brise. Souvent, on va regarder aussi via des inspections. On va faire des inspections manuelles, visuelles, puis on en a parlé tout à l'heure aussi, entre autres avec des drones, avec différentes technologies, ou tout simplement via un programme d'inspection, on fait venir une équipe, une firme spécialisée en inspection pour faire l'inspection de nos structures, nos équipements, nos ponts roulants, etc., pour s'assurer de leur fiabilité. Et on va recevoir des rapports d'inspection de ces équipements-là. Typiquement, et pour l'avoir vécu, un rapport d'inspection, ce que ça fait, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qu'il faut que j'adresse rapidement, et le reste, bien, écoute, on verra ça plus tard, on met ça sur la pile. Et la pile de rapports d'inspection, bien, s'accumule au fil des années, puis on n'est pas capable, on ne suit pas, en fait, de tendance, on n'est pas en train d'évaluer la détérioration de notre actif. C'est pour ça qu'on va vraiment regarder une approche structurée en gestion d'actifs. Et ça, c'est basé sur un standard international que vous avez probablement déjà entendu parler, le standard ISO 55000. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails du standard, mais ça part de, évidemment, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ça va jusqu'à la gestion des actifs, de l'acquisition jusqu'à ce qu'on s'en départisse, jusqu'à ce qu'on en dispose. Et évidemment, il y a la portion maintien de l'actif qui nous concerne tous ici. Donc, c'est la portion maintien de l'actif qu'on va couvrir un peu plus aujourd'hui. Et pour ça, bien, il y a un cadre qui existe de l'IAM, l'International Asset Management Institute, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Bref, une société en Angleterre, en fait, pas une société, mais c'est un regroupement basé en Angleterre qui détermine un cadre normatif, comment on doit gérer des actifs dans leur ensemble, en prenant en considération le capital humain, en prenant en considération, évidemment, les objectifs stratégiques et aussi la portion maintenir les actifs. Encore une fois, c'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui plus en détail. Donc, la maintenance, en fait, on peut voir la maintenance comme une espèce de cube. Hein. Ça, moi, j'aime ça. J'ai une image vaut 1000 mots. J'aime ça voir les choses de façon visuelle, en fait. La maintenance, souvent, va avoir un impact, oui, au niveau opération, au niveau productivité, mais va avoir un impact aussi au niveau environnemental, au niveau des coûts, évidemment, coûts de production, coûts de maintenance.
va avoir un impact au niveau de la santé et sécurité. Donc, il y a plusieurs aspects de la maintenance qu'on va vouloir prendre en considération lorsqu'on gère nos actifs. Là, je fais le lien avec la gestion d'actifs. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas voir la maintenance comme simplement une activité de réparer un équipement. La maintenance, c'est un tout. C'est vraiment un cube. On ne peut pas sortir une facette du cube puis ne pas prendre en considération les autres facettes. C'est important de prendre tout en considération. Et pour avoir été directeur de production ici au Québec dans une aluminerie, je vous confirme que chacun de ces axes-là est extrêmement fondamental. Si on en oublie un ou on ne se préoccupe pas d'un de ces axes-là, il peut nous attendre quelque chose par la suite qui n'est pas souhaitable. Un exemple, là, au niveau de l'impact de la sécurité, en fait, lorsqu'on parle de maintenance, bien, ici, j'ai pris un exemple d'un convoyeur que plusieurs manufacturiers ont, là, des convoyeurs, peu importe le type de convoyeur que vous utilisez. Typiquement, des convoyeurs, bien évidemment, il y a de la matière qui se promène sur le convoyeur. Hein. Là où on doit se questionner, c'est qu'est-ce qui arrive si jamais il y a un bris? Puis là, bien, j'ai mis la petite flèche rouge, là. Qu'est-ce qui arrive si jamais il y a un bris au niveau de la courroie du convoyeur? Bien, typiquement, si c'est un convoyeur qui s'en va en montant, la courroie pète, en bon français, la courroie brise ou se rupture dans le haut du convoyeur, bien, qu'est-ce qui arrive? La courroie va descendre, mais pas juste la courroie. Tout le matériel qui est dessus va descendre. Fait que là, on parle d'un bris, oui, évidemment, un arrêt de production, des coûts. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a des employés dans le bas de ce convoyeur-là? Si le convoyeur, il y a quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, hein, je travaille je retourne au Maroc prochainement, puis en fait, eux, ils ont le convoyeur le plus long au monde, et je vous confirme que s'il y a un problème, qu'il y a un bris, puis que ça part par en arrière, si je peux le dire ainsi, bien, c'est dangereux, c'est très dangereux. Fait que, si on prend juste l'exemple de la maintenance d'un convoyeur et l'impact que cette maintenance-là peut avoir sur les gens, bien, on parle d'un impact qui peut être des blessures, mais potentiellement même des décès. Alors, c'est extrêmement important de prendre en considération l'aspect maintenance dans son ensemble d'un convoyeur. Maintenant, comment on va faire pour évaluer ou pour, en fait, éviter qu'il y ait un bris au niveau du convoyeur? Bien, évidemment, il va y avoir des arbres de cause à effet qui vont être produits. On va essayer d'identifier dans chacun des cas qu'est-ce qui peut générer une friction au niveau du convoyeur, au niveau de la courroie. On va essayer d'évaluer aussi, par exemple, lorsque le moteur commence à tirer plus d'ampérage, etc., etc. Fait on va identifier toutes les causes qui peuvent nous mener à penser qu'il va potentiellement avoir un bris, et c'est ça qui est fondamental. À partir du moment où on a ces causes-là, toutes identifiées, et qu'on a accès à ces informations-là, est-ce qu'on peut prédire un bris potentiel? C'est l'objectif, c'est ce qu'on vise, et c'est là où la technologie va pouvoir nous assister. Un petit rappel sur l'évolution des stratégies de maintenance, puis ça, je suis sûr que vous connaissez déjà tout ça. Je vais y aller rapidement, mais quand même. Réactif, bon, évidemment, dans certains cas, ça brise, on change, on répare, ça coûte 2 piastres, ça n'a pas d'impact sur la production, c'est pas grave. C'est rare qu'on va utiliser ces stratégies-là, mais ça s'applique dans certains cas. En général, on va mettre en place des programmes de maintenance préventive. Combien dans l'organisation, combien de gens ici ont des programmes de maintenance préventive? Je pense qu'on parlait de à peu près 50 de la salle, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Merci. Maintenance préventive, en fait, c'est basé sur un calendrier, typiquement GMAO, comme on a entendu parler, des GMAO, des systèmes ou des CMMS en anglais, des systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Vont nous permettre de planifier, de faire une planification de nos activités de maintenance. C'est excellent, c'est un très bon pas en avant. Saviez-vous que 82 % des actifs brisent de façon aléatoire? Ça, c'est un peu préoccupant. Ça veut dire qu'on fait une planification calendrier. Pourquoi 18 % de nos actifs? Ça fait mal. Pas tout à fait, là, mais selon les statistiques, effectivement, 82 % des actifs brisent de façon aléatoire. Fait que c'est préoccupant. C'est pour ça que même si on a des plans de maintenance préventifs, il y a encore des bris. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller un peu plus loin. On va implanter de la maintenance qu'on appelle conditionnelle, du condition-based maintenance. Et là, dans la maintenance conditionnelle, il y a 2 types de maintenance conditionnelle. La première, c'est basé sur, par exemple, des nombres d'unités produites ou nombre d'heures d'opération. Fait que c'est une condition simple qu'on peut mesurer à partir souvent de la GMAO ou d'un ERP, là, dépendant comment vous êtes organisé.
Et il y a aussi la maintenance conditionnelle basée sur l'analytique de conditions. Et là, ça devient un peu plus intéressant. Si on a accès à des données opérationnelles en temps réel, par exemple, je prends une pompe, hein, si j'ai la pression de la pompe, si j'ai l'ampérage du moteur, si j'ai le débit à la sortie de la pompe, c'est toutes des données que je reçois en temps réel, bien là, je pourrais peut-être, si je suis un expert au niveau des pompes, je sais, ou si j'ai fait une étude RCM, Reliability Centered Maintenance Analysis, là, en français, c'est une étude basée sur la fiabilité, parce qu'il y a eu des bris dans le passé, bien, j'ai découvert que, typiquement, quand l'ampérage du moteur de la pompe commence à augmenter, puis que le débit à la sortie commence à diminuer, hein, donc je commence à identifier des conditions, je peux faire l'analyse de ces conditions-là en temps réel si j'ai accès à l'information. Et donc, je suis en mesure d'implanter de la maintenance conditionnelle basée sur l'analytique. Là, on vient de faire un grand pas en avant. C'est extrêmement intéressant, puis je vais vous partager un exemple tout à l'heure. Il y a encore des bris, puis encore faut-il attendre qu'il y ait des bris pour évaluer les conditions. Il faut faire des analyses RCM. Alors là, on peut-tu être encore mieux que ça? Bien, on va implanter la maintenance prédictive. Encore là, dans le prédictif, il y a différents types de maintenance prédictive. Prédictive basée sur des analyses manuelles, des analyses de vibration. Ça fait des années que ça existe, au-dessus de 20 ans. J'ai implanté ça il y a 20 ans, lorsque j'étais directeur de production. Puis, évidemment, puis je vais vous partager une histoire tantôt, mais ça nous apporte beaucoup de valeur, la maintenance prédictive. Et il y a la maintenance prédictive basée sur l'analytique, encore une fois, comme la maintenance conditionnelle. On va aller vers l'analytique prédictif, mais là, c'est de façon automatisée. On va couvrir ça un petit peu plus tard. Maintenant, encore une fois, on est en train de faire de l'analyse de bris dans le passé, en fonction des données du passé, on essaie d'évaluer qu'est-ce qui pourrait se produire dans le futur. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut être encore plus proactif? Bien, la réponse, c'est oui. On peut aussi évaluer le risque potentiel d'un bris. Et là, on parle d'une évaluation de risque. Et c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir nous apporter beaucoup de valeur. Et c'est ce qu'on va couvrir un peu plus tard dans la présentation. Ici, c'est un exemple que je trouve intéressant à partager. En fait, c'est Norsk Hydro, avec qui j'ai travaillé au Brésil. Eux, c'est bon, faire une histoire courte. Norsk Hydro, ils ont des alumineries. Ça, c'est l'usine de... Oui, c'est ça. C'est l'usine d'alumine, en fait, où ils traitent la bauxite, là, sans rentrer dans les détails. Bref, c'est là où ils font la matière première qui est envoyée aux alumineries. Hein. C'est la plus grosse usine comme ça au monde. Ils avaient un problème au niveau des pompes, en fait, des problèmes de cavité au niveau des pompes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple que j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure. Si on a accès à des données opérationnelles en temps réel de nos pompes, bien, on est peut-être capable d'identifier les conditions qui causent des problèmes des bris au niveau des pompes. Bien, c'est effectivement ce qu'on a fait avec Hydro. Donc, on a réuni une équipe avec des opérateurs, des ingénieurs, des fiabilistes, tous les gens qui pouvaient avoir des connaissances sur le mode opérationnel des pompes. Hein, et le manufacturier pouvait apporter du feedback aussi. On a identifié 13 400 conditions qui pouvaient causer un bris au niveau de la pompe. Et ce que ça a permis, c'est que lorsqu'on fait le monitoring en temps réel de ces 13 400 conditions-là, bien, on a réduit de 70 % les coûts de maintenance. C'est significatif, réduit les risques de façon considérable. Un bel exemple de l'implantation de maintenance conditionnelle basée sur le risque. Évidemment, maintenance conditionnelle, là, j'ai parlé d'un exemple de pompe, ça peut s'appliquer à toutes sortes d'équipements de production. Là, ici, on a l'exemple d'un convoyeur. J'ai parlé aussi d'un convoyeur tout à l'heure. Même chose au niveau du moteur du convoyeur. On est capable de prédire, avec la maintenance conditionnelle basée sur l'analyse de données, on est capable de prédire un bris potentiel au niveau d'un convoyeur. Et etc. Hein, tous les types d'actifs que vous pouvez imaginer ou d'équipements que vous pouvez imaginer. L'étape d'après, on va parler de maintenance prédictive. Là, c'est super intéressant. Comme je l'ai dit, ça fait au-dessus de 20 ans que ça existe. Ça, on va faire des analyses de vibration. Ça nous permet de détecter un bris potentiel. Bien, sans nommer où je travaillais, je vais quand même vous partager une expérience que j'ai vécue personnellement. Donc, j'étais en charge de la production, des opérations et la maintenance. On a implanté, il y a 20 ans, la maintenance prédictive basée sur des analyses de vibration. C'était extraordinaire. Ça a apporté des résultats absolument extraordinaires. Un jour, la personne qui était responsable d'un certain équipement, puis je ne veux pas trop donner de détails, évidemment, partit en vacances. Fait qu'il y a eu un remplaçant. Mais le remplaçant a continué à aller faire ses analyses de vibration.
Et on a eu un bris majeur pendant cette période-là. Majeur. Là. Quand on dit majeur, c'est un arrêt de production. Alors évidemment, on fait une enquête, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Bien, la personne a fait ses analyses de vibration, mais pas sur le bon équipement. Fait que ça donne rien. Hein? Fait que, tu sais, les analyses de vibration, c'est très pertinent dans la mesure où c'est fait sur le bon équipement. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va parler de sensors IoT. On va implanter des sensors, des capteurs Internet des objets pour dire, bien là, on ne veut plus que ça soit dépendant d'un individu. On veut vraiment que ce soit dépendant, bien, ou en fait, qu'il n'y ait plus de dépendance humaine. On va aller chercher l'information de façon automatisée. Avec un capteur, on va ramener ça et on va analyser cette information-là. Fait que la maintenance prédictive, ce qu'on va parler maintenant, c'est de maintenance prédictive 4.0, en fait, qui suit les standards de l'industrie 4.0 avec les capteurs. Et les avantages d'aller vers ça, bien, comme vous le voyez ici, là, ça, c'est une étude de Deloitte. On parle d'une augmentation de 5 à 15 de réduction des temps d'arrêt, jusqu'à 20 d'augmentation de la productivité, etc. Et j'ai mis le lien là, dans le bas, s'il y en a qui veulent aller voir cette étude-là. C'est typiquement ce qu'on va aller chercher avec l'analytique prédictif, donc la maintenance prédictive 4.0. Donc, on va utiliser des capteurs, pas juste de vibration. Hein, les données opérationnelles que je vous parlais tout à l'heure, on va les ajouter à ces analyses de vibration-là. Donc, on ne se fiera plus juste sur les analyses de vibration, on va se fier sur les analyses de vibration, l'ampérage du moteur, la pression, etc., etc. Donc, toutes les données qu'on peut capturer, les systèmes d'analytique avancés vont nous permettre de faire une analyse, bâtir des corrélations, identifier des corrélations. Lorsqu'il y a eu un arrêt de production dans le passé, bien, il y avait telle condition. Alors, dorénavant, lorsque ces conditions-là sont détectées, il va y avoir un arrêt. Hein? Le système va lever un flag pour dire qu'il va y avoir un arrêt de production qui s'en vient. Et c'est exactement ce que Nexa, en fait, une firme, encore une fois, dans l'industrie des mines et métaux, là, c'est de là où j'ai le gros de mon expertise. Mais Nexa, en fait, qui a implanté la maintenance prédictive. Donc, évidemment, pour implanter ça, ça prend des données opérationnelles en temps réel. Alors là, c'est important. Ce n'est pas dans des fichiers Excel que quelqu'un tape l'information. C'est des données qui sont capturées en temps réel, qui sont amenées dans on appelle ça un historien de données. Typiquement, dans ce cas-là, c'était le PI System. Il y a d'autres technologies. Et ensuite de ça, on a toutes les données opérationnelles temps réel. Ensuite de ça, on applique un outil d'analytique prédictif avec les bons modèles. Ce n'est pas magique. Là. Il n'y a pas de magie ici. Là. Il y a quelqu'un qui doit bâtir les modèles pour cet équipement-là en particulier. Dans ce cas-ci, c'est un kiln, c'est un équipement rotatif, c'est un four rotatif. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il modélise tout ça. Okay? Ce n'est pas par magie, mais oui, effectivement, le résultat est extraordinaire. On est allé chercher 75 de diminution au niveau des arrêts, un retour sur investissement de 300 dans le cas de ce client-là. C'est un bel exemple de la maintenance prédictive 4.0, de ce que ça peut permettre d'aller chercher. Mais je le répète, ce n'est pas magique. Ça prend de l'expertise et ça prend des données. On a toujours un défi, par contre, au niveau de la gestion des actifs, c'est que qu'est-ce qui arrive avec nos actifs qui sont plus statiques? Un réservoir, une cheminée, une structure, la structure de mon convoyeur tout à l'heure. On a parlé de la courroie, mais la structure, elle, peut-tu avoir un risque? Ça peut-tu corroder? Peut-tu avoir un bris au niveau de la structure? On s'entend que si la structure lâche en haut, ça va faire la même affaire. Là. La courroie va finir par péter puis ça va tout revoler. Fait que, excusez le français. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, OK, mais là, oui, je suis capable de gérer mes actifs de production, d'opération ou opérationnel, mais je veux être sûr de gérer tous mes types d'actifs. Je veux aussi prendre en considération que plus je vais numériser l'expertise des gens, plus je vais me protéger par rapport à un phénomène qui se produit présentement, les départs à la retraite. Hein, les gens quittent, les gens qui ont l'expertise quittent. Comment on capture cette connaissance-là? Bien, si on est capable de la numériser, je reviens à l'exemple de Norsk Hydro tout à l'heure, au Brésil, qui ont réussi à capturer 13 400 conditions. Bien, ces conditions-là sont numérisées. Les gens peuvent partir à la retraite, ça ne se perd pas. C'est maintenant numérisé. Donc, on va regarder aussi comment on peut gérer ou s'assurer de capturer ces informations-là. Et évidemment, il y a des nouveaux facteurs qui rentrent en considération. Si, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder, faire des recherches sur l'IFRAG, entre autres. C'est des standards au niveau ESG, au niveau environnement, social et gouvernance,
qui sont en train d'être implantés du côté de l'Europe principalement, et le Canada est en train d'observer ça de près, parce que ce que c'est en train de faire, c'est que les entreprises vont non seulement rapporter sur leurs résultats financiers, mais aussi sur leurs résultats ESG. Et ça va faire partie de la valorisation d'une entreprise. Fait que ça commence à avoir des impacts majeurs. Fait que ça doit être pris en considération aussi. Alors là, comment on a vu un peu tous les types de maintenance, comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans tout ça en considérant tous les types d'actifs, pas juste les équipements de production. Bien, je vais commencer un petit peu, on va prendre un petit pas de recul, puis on va regarder les projets d'intelligence artificielle. Saviez-vous que les entreprises qui se lancent dans le développement de projets d'intelligence artificielle, il y a plus de 80 de ces projets-là qui sont des échecs, malheureusement. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en faire? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des méthodes ou il y a des approches qu'on doit prendre en considération pour assurer le succès d'un projet d'intelligence artificielle. Entre autres, au niveau de la sélection, l'intelligence artificielle, ça ne fait pas tout. Ce qu'on peut se dire, c'est que ça va typiquement remplacer ce qu'un humain fait. Ça, c'est important. Ça va aider l'humain à prendre une meilleure décision. Ça, c'est important. Si on pense que l'intelligence artificielle va gérer notre compagnie, on n'est pas rendu là encore. Peut-être un jour, mais il faut être réaliste dans nos attentes face à l'intelligence artificielle. Au niveau, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails de chacun de ces facteurs-là, j'ai encore mis la source dans le bas. Au niveau du développement, par exemple, ça aussi, c'est très important. J'ai parlé d'accès aux données. Si on n'a pas de données, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Ça nous prend du data, ça nous prend des données, ça prend de l'historique. Et il y a aussi une notion qu'on a entendu parler un petit peu tout à l'heure d'apprentissage, de machine learning. Il faut que quelqu'un apprenne à nos modèles. Il faut que quelqu'un bâtisse les bons modèles et apprenne à notre système d'intelligence artificielle les bonnes choses. Le système d'intelligence artificielle qui apprend les mauvaises choses va donner des mauvaises conclusions. Alors, ça fait partie des échecs, ça. Donc, il faut s'assurer d'avoir l'expertise et les données pour assurer le succès lors du développement d'un projet d'intelligence artificielle. Un très bon exemple que j'aime bien partager, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale, en fait, puis ça, sûrement que vous avez déjà vu ça quelque part. Sinon, je vous encourage à regarder, là, c'est Wikipédia, etc. C'est Abraham Wald, en fait, l'histoire d'Abraham Wald dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour faire un résumé, en fait, c'est que les Alliés, lorsqu'ils voyaient les avions, en fait, les avions revenaient, puis il y avait des trous. Hein. Comme vous voyez, tous les petits points, c'est des trous. C'est des données, ça. C'est extrêmement précieux, là. C'est des données. Wow, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? On va les analyser. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, bien, hey, partout où il y a des trous, bien, on va renforcer, hein, parce que les avions reviennent avec des trous à ces endroits-là. On va renforcer ces endroits-là parce que c'est là où l'avion se fait tirer. Mais il y a un mathématicien qui a dit, oui, mais attendez une minute, là. Ça se pourrait-tu que où il n'y a pas de trous, c'est parce que les avions ne sont jamais revenus? Puis c'est là qu'il faut protéger l'avion, plus que où il y a des trous. Fait que voyez-vous, les mêmes données, l'expertise, c'est là la différence. Fait qu'on a les mêmes données, mais un système d'intelligence artificielle aurait pu nous donner des conclusions erronées ou nous donner les bonnes conclusions. Ça va dépendre comment on utilise l'expertise pour bâtir les modèles. Et c'est là que c'est fondamental. Et c'est ça qui fait qu'on va passer dans le 20 % des succès dans les projets en intelligence artificielle. Un très bon exemple d'un succès et un échec en même temps, c'est IBM. IBM Watson. J'ai travaillé pour IBM. En fait, quand j'ai quitté le domaine de la production, je voulais retourner en technologie parce que je trouvais qu'il y avait trop de potentiel à apporter aux organisations en utilisant les technologies. Alors, je suis revenu en technologie, j'ai travaillé chez IBM. Puis ça, c'est dans le temps que je travaillais chez IBM. Puis Watson, c'était la révolution. Là, on croyait en ça à 200 000 à l'heure. En fait, Watson, ça a été tout qu'un succès à Jeopardy. Là, je ne sais pas si vous avez regardé ça, là, mais ça a été bien intéressant. Ça a battu les humains là, de façon extraordinaire. Là, c'était phénoménal. Alors là, Watson, c'était l'avenir, c'était le futur. Watson allait remplacer tout le monde. Watson allait remplacer les médecins. Jusqu'à ce que Watson, à Houston, dans un département d'oncologie, Watson a pris en considération tout ce qu'il a appris, sauf les notes du médecin. Et quand Watson a recommandé le traitement pour une patiente, en fait, le médecin, quand il a vu ça, il a dit « Wow, la patiente, elle serait morte
si la patiente avait suivi le traitement de Watson. Alors, ce que ça a fait, puis là, après, ça a été retesté dans un autre département médical ailleurs, et ça a été le même résultat. Ce que ça a fait, malheureusement, pour IBM, bien, ça a fait perdre la face à IBM. Ils ont vendu Watson pour à peu près des peanuts. Ça a tout perdu sa valeur. Pourtant, Watson, c'est un succès, mais à la fois un succès et à la fois un échec. Fait que voyez-vous, quand on parle de projet d'intelligence artificielle, il faut s'assurer que lorsqu'on veut faire un projet d'intelligence artificielle, on a les bons experts, la bonne évaluation, et c'est pour les bonnes choses. Hein? Ça ne remplacera peut-être pas, peut-être plus tard, mais pour l'instant, il faut s'assurer que toutes les données sont disponibles. Et dans ce cas-là, bien, dans le cas de la médecine, il manquait des données et c'était des données cruciales. Par contre, il y a possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle au niveau de la maintenance, c'est sûr, parce que sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Fait qu'il y a des possibilités. En fait, on va regarder qu'est-ce que ça peut faire. En fait, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter au niveau prédiction, au niveau timing. C'est quoi, par exemple, le meilleur moment de faire la réparation en fonction de la disponibilité de pièces, en fonction de la disponibilité de la main-d'œuvre. Toutes ces choses-là, oui, effectivement, l'intelligence artificielle peut nous apporter beaucoup de valeur. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Entre autres, si on prend un exemple au niveau de l'analyse d'image, on a parlé d'analyse d'image de drone, on a parlé de toutes sortes de choses tout à l'heure. Ben oui, effectivement, l'intelligence artificielle est capable d'arriver à des conclusions, de nous faire des prédictions basées sur l'analyse d'image. Et ça, c'est phénoménal, ça fonctionne très bien. Ce qu'on a fait, par contre, pour réussir à faire ça, c'est qu'on a dû enseigner, en fait, c'est des modèles d'apprentissage. On a dû bâtir les bons modèles, et ensuite de ça, enseigner près de 4000 photos pour que l'intelligence artificielle soit capable de détecter un problème de corrosion. Hein, et détecter un problème de corrosion qui pouvait avoir un impact au niveau de la structure. Même chose au niveau structure de béton, etc. Donc, oui, l'intelligence artificielle peut nous aider si on l'éduque bien, si on lui enseigne les bonnes choses. Et c'est ce qu'on a fait. Et évidemment, l'intelligence artificielle va arriver avec un certain degré de précision, c'est-à-dire, oui, elle va être capable de nous dire qu'il y a des bonnes chances que ce soit de la corrosion générale, mais il y a aussi des chances que ce soit d'autres éléments. Alors, on parle de probabilité, et là, c'est l'humain qui va devoir être assez intelligent pour dire, bien, moi, si je regarde les probabilités qui ressortent, j'en conclus que c'est probablement de la corrosion en fonction de ce que l'intelligence artificielle est capable de me recommander. OK? Fait que, oui, les systèmes vont détecter dans une photo les endroits spécifiques. Tout ça, ça fonctionne bien à partir du moment où ça a été bien éduqué et à partir du moment où on l'utilise intelligemment, c'est-à-dire que ça prend encore un humain qui va quand même valider ce que l'intelligence artificielle est capable de nous donner. Ici, on a deux bons exemples. Là, à gauche, la corrosion, j'en ai parlé un petit peu. À droite, je trouve ça intéressant de le partager, cet exemple-là, parce qu'on voit tous que c'est une craque dans le béton. Là. Ça, c'est clair, c'est évident. Ce qu'on ne sait pas, c'est la structure qui est là-dedans. Puis là, ça pourrait être du béton, ça pourrait être n'importe quoi. Là, j'ai pris ces exemples-là parce que c'est des exemples concrets. On voit que c'est une craque dans le béton. Est-ce que c'est une craque dans le béton qui affecte la structure? Est-ce que je suis encore capable de me promener sur cette structure-là ou si elle est à risque? Est-ce que c'est une craque tout simplement ou c'est de l'éclatement de béton relié à de la corrosion interne? Et ça, c'est problématique. Vous voyez, fait que ça, là, moi, je ne suis pas un expert en passant, c'est les experts de Nordostello qui m'ont enseigné tout ça. Mais, et ça, si c'est de l'éclatement, là, c'est problématique. Là, cette structure-là, elle est très à risque. Si la structure est à risque, est-ce que je dois faire une intervention de maintenance? C'est sûr que oui. Mais si je ne sais pas que la structure est à risque, je ne ferai rien. Parce que je vois une craque, mais il y en a partout des craques. Ah, ça a l'air d'être juste une craque. Mais si c'est de l'éclatement, oui, effectivement, je dois intervenir. Fait que vous voyez, ce que ça permet, dans le fond, l'intelligence artificielle, lorsqu'on l'éduque bien, et évidemment, lorsqu'on parle d'enseigner à l'intelligence artificielle, ça prend de l'expertise. Il faut que ce soit des experts qui enseignent ça à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas moi qui enseigne les photos, qui bâtit les modèles. C'est des experts qui connaissent l'intégrité, bon, l'exemple que j'ai donné du béton, qui sont des experts en intégrité de béton, qui vont être capables d'enseigner à des modèles d'intelligence artificielle quoi apprendre. Et ça, c'est fondamental. Même chose pour la corrosion, même chose pour n'importe quel type d'apprentissage qu'on va vouloir apporter à l'intelligence artificielle.
Mais oui, effectivement, à partir du moment où on a bien éduqué, bien enseigné les modèles, on est capable de détecter des défauts au niveau de l'assemblage, au niveau fissuration, déformation, corrosion, etc. Fait qu'il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir faire. Ici, puis là, je vois le temps qui roule, fait que je vais accélérer un petit peu. Ici, on a un exemple, là, bon, un réservoir d'acide, parce que, oui, la détection de photos, c'est une chose où l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider, mais il y a aussi d'autres choses, entre autres, la gestion du risque. Et là, on va parler de Risk-Based Inspection, donc l'inspection basée sur le risque. Ici, on a un bel exemple où les deux, puis là, je vais rapidement, mais c'est un réservoir d'acide qui a coulé, qui a eu un impact sur la structure, comme vous pouvez voir. Et ça peut se retrouver dans n'importe quel type d'industrie qui utilise de l'acide, évidemment, pour leur procédé. À droite, les deux courbes de droite, ce sont les prises de mesure d'épaisseur au fil des années. Donc, on voit, puis c'est des moyennes. Fait qu'on voit qu'au fil des années, l'épaisseur restait quand même raisonnablement correcte. Mais là, pourquoi ça a percé? Bien, lorsqu'on utilise une technique d'inspection basée sur le risque, donc on va analyser la probabilité qu'il y ait un risque à chaque prise de mesure, on se rend compte qu'effectivement, l'épaisseur basée sur le risque va être beaucoup moindre que celle qu'on pense mesurer. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la corrosion, bien, c'est encore épais, mais la structure interne, elle est affectée. Alors là, oui, effectivement, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à partir du moment où il y a des experts en intégrité de structures d'acier qui l'ont éduqué. Vous voyez, un autre exemple où l'expertise a été mise à contribution pour éduquer l'intelligence artificielle qui peut nous apporter de la valeur. C'est un autre exemple ici, c'est un autre réservoir. Dans ce cas-ci, c'est un réservoir d'eau. Fait que il n'y a pas de problème, là, de l'eau, ça va dans un réservoir, il n'y a pas de problème. Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le procédé a changé au fil des années et il y avait de plus en plus de chlore dans l'eau. Et pour ceux qui sont chimistes, moindrement, je ne suis pas chimiste, mais le chlore dans l'eau, avec une structure d'acier, va avoir un impact. Le chlore va gruger l'acier, finalement. Et si on prend une inspection basée sur le risque qui prend en considération toutes les données, et là, c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider, parce que les données, là, je parle des données, les données de procédé, le changement du procédé, le changement de concentration de chlore dans l'eau, s'il est pris en considération lors d'une analyse basée sur le risque, bien évidemment, le système va être en mesure de dire « Oh, je lève un flag, il y a une problématique qui s'en vient de ce côté-là. » Vous voyez? Un autre donc, c'est là où on parle de... Et il y a des standards là, internationaux, API 581, etc., pour l'inspection basée sur le risque. On est capable de simuler, en fait, quand est-ce que l'équipement va avoir une défaillance. On est capable d'avoir, pour chacun de nos équipements, lorsqu'on utilise cette stratégie-là, cette méthodologie-là, on est capable de voir pour chacun de nos équipements, c'est quoi le risque réel de notre actif, etc. Et ça, c'est un bel exemple. En fait, la SPBSG, Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui utilisent cette technologie-là. En fait, eux, ils n'avaient pas de visibilité sur les actifs. Tous les actifs portuaires, ils ont plusieurs ports le long du Saint-Laurent qu'ils doivent gérer, ne savaient pas quels investissements devaient faire, ne savaient pas comment prioriser les investissements en fonction de ce qui était le plus à risque. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont utilisé la technologie basée sur l'intelligence artificielle et basée sur l'expertise en ingénierie, en intégrité, pour être capable d'avoir une vue d'ensemble de leurs actifs et de l'état de santé des actifs, et donc sont en mesure de prioriser les investissements capitalisables de façon beaucoup plus éclairée. Un très bel exemple ici. Donc, en résumé, les avantages de la maintenance basée sur le risque, écoutez, là, je ne vous dirai pas tout ça, mais il y a des avantages quand même considérables. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne les autres stratégies de maintenance? Pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est une combinaison. Dans certains cas, on va utiliser la maintenance réactive. Dans certains cas, on va utiliser la maintenance conditionnelle simple, basée sur l'analyse. Dans certains cas, on va aller sur le prédictif. Et dans certains cas, on va aller sur la maintenance basée sur le risque. Évidemment, ultimement, ce qu'on voudrait, c'est ne plus faire de maintenance inutile, juste faire de la maintenance quand il y a un risque d'arrêt de production. Mais allons-y étape par étape. Commençons graduellement. Commençons par les équipements statiques. Si vous voulez implanter de la maintenance basée sur le risque, c'est probablement la meilleure place pour commencer parce que présentement, ils ne sont typiquement pas gérés, ces équipements-là. Et bien, les résultats escomptés, ce qu'on voit là, chez les clients avec qui on travaille, là, 20 à 25 d'augmentation de durée de vie, etc. 10 à peu près d'économie sur les coûts de maintenance et d'inspection. En conclusion, bien évidemment, j'ai donné beaucoup d'informations. J'espère qu'il y a 30 normalement qu'on retient.
Donc, 3 éléments fondamentaux. Un, on va utiliser une stratégie, une approche de gestion d'actifs structurée, basée sur les standards ISO 55000, basée sur l'IAM, le cadre normatif de l'IAM. On va s'assurer d'utiliser de l'expertise en ingénierie, la bonne expertise, les bonnes connaissances pour éduquer nos modèles si on veut aller vers de l'intelligence artificielle. Et on va tranquillement commencer à pouvoir utiliser des stratégies de maintenance basées sur le risque pour certains actifs et éventuellement de plus en plus d'actifs. Merci. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Martin? Oui? Juste vous déplacer au micro. Ah, mon Dieu, ça foule les questions! Bonjour, François Ménard de Polar Technologies de Trois-Rivières. Question, comment voyez-vous le partage des données entre les différents modèles d'apprentissage machine, entre les utilisateurs qui veulent contenir leurs données de manière privée, mais qui veulent quand même partager le résultat de l'apprentissage machine pour aider les autres modèles à s'améliorer? C'est une excellente question. En fait, on parle souvent d'un concept de data collaboration en anglais, là, collaboration de données en français. Je ne sais pas si ça se traduit de même. Ça doit. En fait, ce qu'on dit, c'est que les données, on parle beaucoup, en fait, ces technologies-là sont sur le nuage. Là. Évidemment, c'est de l'info nuagique. L'avantage qu'on a, c'est que toutes les données sont remontées dans la même plateforme au niveau pour que l'intelligence artificielle devienne de plus en plus intelligente, si je peux le dire ainsi. Évidemment, chaque client a accès à ces données, mais lorsqu'on adopte un processus de data collaboration, c'est que les modèles d'intelligence artificielle que moi j'utilise comme client et qu'une autre personne utilise comme client vont devenir de plus en plus intelligents parce que peut-être que le modèle d'intelligence artificielle va apprendre quelque chose chez un autre client qui va éventuellement s'appliquer chez moi. Fait que les données, encore là, m'appartiennent à moi uniquement et à chacun des clients, mais l'intelligence, elle, va apprendre basée sur l'expertise ou les connaissances qu'elle acquiert de tous les clients. Mais les données ne se partagent pas. Je ne sais pas si ça répond à la question, si c'est clair, mais c'est un concept qui est extrêmement intéressant. Ce n'est pas toutes les entreprises qui décident d'aller vers ça. Il y a des entreprises qui vont dire « Non, moi, je ne veux pas participer au data collaboration, donc je veux que ce soit juste mes données puis que l'apprentissage se fasse juste sur mes données. » Moi, sincèrement, je crois beaucoup en la collaboration de données parce que c'est de l'apprentissage. Puis je prends l'exemple, quand j'ai travaillé avec Caterpillar, ils ont développé des modèles, on a mis en place des modèles au niveau prédictif. Pour les camions, on parle de, je pense qu'il y avait au-dessus de 55 000 camions qui étaient analysés à travers le monde. Mais évidemment, les données n'étaient pas partagées avec chacun des clients. C'est les analyses qui se faisaient pour tous ces camions-là et chaque client bénéficiait de ces nouvelles connaissances-là. C'est un concept qui existe, la data collaboration. On va prendre une dernière question, madame. Oui. Valérie, Ville de Québec. C'est étonnant, ma question était quasiment la même, mais moi, c'est le côté éthique de tout ça. Parce que cette semaine, j'ai appris que Canam, Structure, ils ont mis l'intelligence artificielle pour détecter des mauvaises soudures. Fait que tout ce qu'ils ont développé, je me demandais si une autre entreprise qui font aussi de la soudure sur un autre morceau pouvait l'utiliser, mais vous avez quasiment répondu à cette question-là. Ça dépend de l'entreprise, puis qu'est-ce qui a décidé au départ, si elle allait partager ou non ces informations. Bien, c'est ça. T'sais, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde partage l'information. Évidemment, pour Canam, puis là, je prends, si vous mentionnez l'exemple de Canam, bien, eux, peut-être qu'ils veulent garder cette expertise-là. Fait que c'est sûr que là, il y a une question de compétitivité qui rentre en ligne de compte. C'est sûr que lorsqu'on va vers une technologie qui a été développée par une firme indépendante, bien là, le principe du data collaboration devient extrêmement intéressant parce que tous ceux qui veulent embarquer dans la collaboration de données bénéficient de tout ça. Mais dans le cas de Canam, peut-être qu'eux, ils ont décidé que c'était leur avantage compétitif. Merci, Martin, pour votre conférence.